Eh bien, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Outlook version 2025-2026. Donc, on va se faire une petite récap de ce qui s'est passé en 2025. On va le faire très vite parce que si on commence à faire attention, on en a pour 2 semaines. Et puis ensuite, on fera un petit peu le tour de tout ce qui s'est passé, de tout ce qui pourrait se passer l'année prochaine. Donc, c'est parti maintenant pour ce nouvel Outlook, la nouvelle version décembre 2025. Merci à vous d'être là. Cher Vincent, Salut Thomas, bienvenue, ça fait content de te retrouver plaisir comme de te chaque année. retrouver. J'ai l'impression que chaque année, on se retrouve le marché au top. J'ai l'impression que tout va bien chaque année, même si on a 2-3 passages un petit peu difficiles. Mais c'est vrai que l'un dans l'autre, on n'aurait peut-être pas juré une fin d'année comme ça par rapport à tout ce qu'on a vécu. Mais c'est vrai que finalement, comme tu disais tout à l'heure, on n'a pas vu grand-chose. Ça a été très vite et on a oublié finalement des moments qui étaient quand même relativement compliqués. On a commencé l'année en surfant sur la victoire électorale, et puis le fameux Liberation Day qui nous a mis en panique pendant très peu de temps. Que le S&P 500 était déjà tout en haut à la fin de l'année 2024. Exactement. Il y a eu ces quelques semaines qui ont suivi la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle. Et au final, on finit l'année tout en haut. Le marché action mondial finit l'année tout en haut. Il n'y a pas une zone géographique qui n'a pas terminé l'année en hausse. Ouais, aujourd'hui, cette année, c'est vraiment une espèce d'euphorie générale, ou enfin, euphorie, oui, tirée par l'intelligence artificielle, mais quand même où tout le monde est plutôt content, même si on se rend compte que dans certains secteurs, ça n'a pas été la même euphorie que sur Non. la tech en général. Mais c'est vrai qu'on a eu une année exceptionnelle qui finit quand même avec l'impression qu'on a quand même beaucoup de questions qui restent ouvertes. Est-ce que c'est tenable? Est-ce que le marché a besoin de... C'est vrai qu'on l'oublie parce qu'en fait, là, j'ai l'impression que les gens ont la mémoire courte en bourse. Mais on a quand même eu ces 20% de baisse en mars-avril dernier, d'une manière très rapide. Le S&P 500 est d'ailleurs revenu à son ancien record. C'était vers les 5200 points. Puis depuis, il s'est repris. Et là, en fait, c'est la question que tout le monde se pose. Est-ce que ce rythme, est-ce que cette inertie haussière, elle est tenable? Est-ce que le marché doit d'abord revenir, alors pas une correction de 30-40%, mais un -10, -15, revenir tester? Mais souviens-toi, les 6000 points, c'était justement le record de l'année 2024. Avant de repartir, en fait, là, on est dans une situation confortable, enfin confortable pour les investisseurs, puisque tous les indices boursiers sont en hausse. Grosso modo, il doit y avoir 20% de hausse pour le MSCI World, c'est 20% de hausse pour le S&P 500, 20-30% de hausse en fonction des indices européens. Pareil pour le marché action chinois. Mais un marché qui est cher, enfin cher, on va en discuter, on va voir le détail dans les secteurs. Mais si on fait la synthèse de toutes les méthodes de valorisation du S&P 500, nous serions sur un record ou proche de la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que c'est tenable? Bah, c'est vrai que la grande question aujourd'hui, c'est que quand on regarde ces valorisations actuelles, mais quand on regarde surtout tous ces indices de comparaison, où on regarde un peu les niveaux de cherté du marché par rapport au passé, on est à des niveaux extrêmement élevés. Ouais. C'est très très cher. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des grandes études pour savoir quand même qu'on est vachement extended dans le mouvement haussier, que ça va être compliqué de garder une croissance à des tels niveaux. On sait aussi que c'est un petit groupe de sociétés qui tirent tout ça, et on voit qu'il y a quand même 2-3 doutes qui commencent à poindre à l'horizon. Par rapport à ça, c'est justement c'est ce que je dis, c'est intéressant parce qu'on parle beaucoup du secteur de la tech. Et quand on regarde en fait en détail la performance des secteurs, mais tu sais, par taille, par market cap, par taille d'action, le secteur de la tech, il est sur les méga caps largement leader. C'est lui qui a pris la meilleure performance. Et quand tu regardes le secteur de la tech, par exemple, sur les toutes petites capitalisations boursières, les nanocaps et même en fait les moyennes capitalisations boursières, elles sont en baisse. Et même souvent pas loin d'être dernière du classement. Ouais. Donc c'est ça qui est aussi assez perturbant, c'est que ce sont vraiment les méga caps de la tech et certaines large caps de la tech qui ont permis au S&P 500 d'être là où il est. En fait, toute la profondeur, toutes les petites valeurs qui en fait font pas encore le chiffre d'affaires, même si elles investissent beaucoup, sont à la traîne. Donc, c'est vrai qu'on se pose beaucoup la question de savoir s'il y a une bulle ou pas de ce secteur. Mais pour l'instant, les valeurs qui sont bien valorisées de ce secteur, c'est celles qui font du chiffre. Oui, alors je crois que jamais dans l'histoire on a eu autant un espèce de pack de leaders qui a vraiment tiré l'indice aussi haut. Et ça a été souvent quand même une des grandes questions qu'on s'est posées durant l'année. Est-ce que c'est durable? Est-ce qu'on peut continuer à ce rythme-là? On a vu l'émergence quand même cette année d'une société qui avait déjà bien émergé, mais Nvidia est passé devant Apple et devant Microsoft, est devenue aujourd'hui la plus grosse capitalisation boursière mondiale. 4 000 milliards de dollars, je crois. Ouais, C'est le PIB de l'Allemagne. c'est monstrueux, hein, les chiffres veulent plus rien dire.
Mais ce qui est assez impressionnant, c'est que finalement, on se pose même plus de questions. Ils ne font pas d'erreurs, la croissance des bénéfices est fantastique, les résultats sont excellents. Mais là aussi, on voit que sur la fin de cette année-là, on arrive quand même, on voit les actions, certaines de ces actions qui sont fatiguées. Nvidia, on voit que c'est compliqué d'aller chercher beaucoup, beaucoup plus haut pour l'instant. Alors, ça peut repartir en début d'année, mais c'est vrai qu'on a eu un peu l'impression, bien sûr, ce dernier run de fin d'année, que les gens liquidaires mettaient les positions à zéro et en se disant: «Ben, on verra l'année prochaine». Mais même que Oui, la question que se posent les investisseurs, et notamment ceux qui sont exposés à ces valeurs de la tech, c'est est-ce que l'inertie haussière peut continuer? Est-ce qu'il faut prendre ses profits? Est-ce qu'une correction de 10-15% est une opportunité de réentrer? C'est ça en fait la question principale, je pense, qui va nous occuper l'année 2026, où j'ai le sentiment qu'il y a un consensus qui s'installe, c'est 2026 sera l'année où quelque part viendra une forte correction. Et si c'est trop consensuel, je suis assez d'accord. Bon, je pense que ça s'est ressenti dans mon ton toute l'année où j'étais plutôt méfiant, voire négatif sur certaines phases de marché parce que je trouve qu'il y a une certaine extension des valorisations. Il y a des métriques qui montrent que ça vient beaucoup trop cher. Il y a le Warren Buffett Indicator qui est en train de ah lui, péter des niveaux celui-là, il est en mode, il est en bulle spéculative depuis très très longtemps. depuis des mois. Ça n'a plus aucun sens. Mais c'est vrai que de toute façon, on le disait avant, on voit les targets des grandes banques d'affaires américaines, ils ont tous des targets à 7 000, 8 000, 8 500. Ouais, je crois que Morgan Stanley, la Deutsche Bank sont à 8000 points. C'est-à-dire qu'en fait, on a du mal à trouver une boîte institutionnelle qui soit bearish sur le S&P 500. Mais c'est ce que tu disais tout à l'heure très justement, c'est-à-dire que si elles admettaient, si elles produisaient un objectif de cours sous le prix actuel du S&P 500, c'est forcément implicitement qu'elles disent il va y avoir un problème avec la génération des bénéfices de ces méga caps. Et Et ils peuvent pas le faire. ils ne peuvent pas le Ils faire. peuvent pas le faire parce que s'ils Ils disent peuvent pas que le faire. s'ils sont négatifs, ils vont perdre une grande partie de Bah, c'est ça. leur business M&A. On parle justement dans l'année prochaine de l'IPO de SpaceX. La banque d'affaires qui va être négative sur le marché ne pourra pas être impliquée dans le syndicat de l'IPO de SpaceX s'ils sont trop négatifs. Il faut garder cette hype pour que ces IPO, ces grosses IPO qu'on attend ces prochains temps, entre autres SpaceX, mais d'autres, puissent continuer à bouger. Et pour ça, il va falloir aussi que les banques d'affaires restent optimistes et continuent à avoir des targets relativement élevés sur les indices. Alors, C'est aussi pour ça qu'on a peut-être ce biais extrêmement bullish. ouais, alors justement, si on reste sur le récap 2025, donc les stars de la tech, le secteur de la tech, les méga caps, mais si on regarde la profondeur du marché, si par exemple, si tu connais l'indice S&P 500 équipondéré, lui, il n'est pas sur ses records de Non, valorisation. Si tu prends les petites, moyennes capitalisations, elles sont très loin, même certaines. Tu prends l'indice Russell 2000, par exemple, il est, en tout cas quand on enregistre la vidéo, à peu près au même niveau de son record que de 2021, peut-être un poil au-dessus. En fait, l'excès, alors, je vais dire soi-disant excès, c'est pas un jugement, mais l'excès constaté sur l'action des prix ou les valorisations reste quand même concentré sur un secteur qui fait du cash et sur des boîtes qui font du cash. bien sûr. Donc, c'est là où, en fait, quand on se pose la question de savoir est-ce que nous serions au même point que 2000, 2001 ou 2007, 2000, et en fait, il y a énormément de différences. Il y a énormément de différences. Oui, Après, la question est, imaginons que les stars de la tech, les méga caps, entrent en correction. Est-ce que derrière, il y a une rotation vers les secteurs en retard? Et de plus près, où est-ce que ça emporte tout le marché? Bien, ça pèse 40% de l'indice S&P 500, ça emporte forcément tout le marché. ça c'est une chose qu'on Mais a. c'est une des thématiques de l'année Mais 2026. clairement, mais ça a déjà commencé. On a vu plusieurs fois, si on se souvient, à l'automne 2025, octobre-novembre, on a eu cette espèce d'angoisse sur la tech. On a eu un moment donné où tout d'un coup, tout le monde s'est repositionné un peu sur les défensives en sortant de la tech. Nous, on est vite revenu quand même sur la tech. Donc j'ai un peu l'impression que cette thématique de rotation de secteur, aujourd'hui, elle existe déjà à une vitesse beaucoup plus élevée que ce qu'on a eu connu. Je me souviens, quand j'étais jeune, on avait ce côté où les gens sortaient d'un secteur, ils rentraient dans un autre, mais c'était pour 3, 4, 5, 6 mois. Aujourd'hui, c'est 3, 4, 5 jours et on retourne la position dans l'autre sens. Donc, effectivement, cette rotation de secteur, peut-être qu'elle aura lieu, mais moi, je pense sincèrement que si on veut, on espère avoir encore un marché qui va nous refaire aller à un 14% ou 15% en 2026, on ne pourra pas le faire sans la tech de nouveau. C'est impossible. Ouais. Au final, moi, je me dis qu'on pourrait avoir un. C'est vrai, quand on raisonne, quand on est en termes prospectifs, on imagine toujours est-ce que le bull market va continuer? Est-ce qu'on va rentrer en correction? Est-ce qu'on n'aurait pas un marché un peu rangy qui verrait comme ça ces rotations sur un horizon de temps moyen terme? Pour moi, c'est 3-4 semaines. Et finalement, ça permet de maintenir le marché à un certain point. Ah, mais c'est pas vendeur. Enfin, le marché. Oui, c'est pas vendeur, c'est sûr. Quand on voit l'enthousiasme qu'on voit aujourd'hui dans les marchés, un marché de range, c'est pas vendeur. On a connu ça. Si on se souvient
Dans l'histoire du S&P 500, il y a eu des grosses phases de range qui sont justement en plus intéressantes à trader. Oui, mais c'est pas dans la aujourd'hui, la mentalité du marché et de toute cette nouvelle clientèle qui est rentrée dans le marché, c'est des gens qui sont hyper, bullish et donc du coup, ils aiment pas les ranges. Ils aiment quand ça monte et que ça arrête plus de monter et on a vu, hein, sur beaucoup de comportements cette année, que ça marche bien quand ça explose, mais quand on est dans des ranges, il y a un titre en Suisse que j'aime beaucoup traiter qui est Novartis qui fonctionne vraiment très bien dans les ranges, mais les gens ne veulent pas rentrer dans ce genre de Ouais, mouvement. Ce qui les intéresse, c'est l'explosion des marchés. Mais pour ça, aujourd'hui, ce qui m'intéresserait de voir, c'est l'année prochaine si vraiment on parle de rotation de secteur. Je ne vois pas comment un ralentissement de la tech, un désinvestissement dans le secteur tech, y compris l'intelligence artificielle, par quoi est-ce qu'il pourrait être relayé comme secteur défensif pour reprendre la batte? Jamais on aura Ouais. une croissance suffisante dans ces secteurs-là pour Bon, rattraper. Ils sont tellement loin devant. ouais. Il y a pas la croissance des bénéfices et puis, il y a tout simplement pas le poids dans l'indice, il faudrait que Exactement. tous les secteurs en face, il faudrait une rotation de la tech vers l'ensemble des 10 autres super secteurs du S&P 500 pour pouvoir créer ça donc ouais. Ce qu'il faudrait, c'est en fait, ça me rappelle, je sais que la situation est différente et vous ne pouvez pas appliquer les comparaisons, mais on a vécu ça, en 1999 et 2000 quand on a eu le crash, de la bulle internet. Alors oui, les sociétés ne gagnaient pas d'argent, c'était pas la même, situation, mais on a eu cette fin d'année 99 où on était dubitatif sur, la capacité finalement du secteur tech à continuer à monter. Et finalement, on termine l'année K1, K1 en 99 et en 2000, ça explose pendant une période assez violente. Il y a fin 99 et début 2000, on prend quasiment 60 ou 70 sur le Nasdaq en quelques semaines, quelques mois et là, on se dit: «Bah, on a eu raison de ne pas vendre parce que finalement, c'était pas fini». Mais mars 2000 fait que tout d'un coup, il y a tout qui s'arrête et là, ça tombe comme une pierre, et donc c'était juste un peu le dernier sursaut. Alors est-ce qu'on va vivre encore une fois un dernier sursaut? On connaît la problématique de l'intelligence artificielle. Ce qui va nous intéresser en 2026 sur l'intelligence artificielle, c'est aujourd'hui, ils ont des financements monstrueux. On sait que ça vient en régularité. La grande question, c'est, on l'a vu avec la problématique d'Oracle il y a pas Ouais, très bah, oui, longtemps, bien sûr. le surendettement de ces boîtes-là parce qu'ils tapent sur les promesses de l'IA et les revenus de l'IA qui n'existent pas aujourd'hui ou pas suffisamment. Et si on va dans une direction où on se rend compte qu'on a eu tort d'avoir peur que ces revenus n'arrivent pas, on va s'en sortir. Mais si on se rend compte que tout d'un coup, on a une grosse boîte tech qui dirait oui, je vais financer moins l'année prochaine, ralentissement, et puis ou alors simplement le fait qu'on voit qu'à l'avenir, OpenAI ne sera pas capable d'allonger les 300 milliards qu'ils avaient prévus récemment. Quand tu Et regardes je regardais les prévisions de bénéfices par action sur les 3-4 prochaines années, c'est du positif partout. En fait, le marché se projette sur des niveaux de croissance de bénéfices par action qu'on a quasiment jamais connus depuis le début du siècle, de manière linéaire. On aurait plus, entre plus 12 et plus 15 en 2026, plus 12 et plus 15 en 2027. C'est ça, en fait, le risque est ici. moi, ce qui m'a Sachant qu'en plus, le marché, en termes de valorisation par rapport à ses bénéfices anticipés, est pas loin. Alors, c'est vrai on n'est pas loin du record. On a déjà été plus valorisé. Ça dépend en fait des indices de valorisation qu'on utilise, mais soit on a été plus valorisé en 2000-2001, soit davantage en 2020-2021. Donc il peut rester cette dernière marche. La question qui va se poser, c'est selon, par exemple, tu sais, le cap ratio, le price earning de Shiller, ouais. même le PE forward, il reste pas grand-chose pour atteindre le record absolu. Quand on va s'y trouver? C'est là que se posera la question. Bah, la grande question, c'est Donc que il y a peut-être cet upside qui reste, et ensuite se posera oui, la mais question. ce side, il est minime si on Oui, regarde. il est pas énorme, il est pas énorme. La grande question, je pense, ce qui pourrait être la deuxième couche d'accélération, ce serait de voir si finalement on se rend compte que l'IA rapporte de l'argent et permet de générer des revenus. Ouais. Parce qu'il y a cette fameuse étude du MIT qui disent que 95% des boîtes qui ont investi dans l'IA ne gagnent pas d'argent. Ce qui serait intéressant de voir, c'est à quel moment ils vont gagner suffisamment Ah, pour justifier les. c'est pour ça d'ailleurs que là, à part les méga caps, dans ce secteur-là, toutes les autres tailles d'entreprises sont en baisse en fait sur le Bien sûr. marché. Parce qu'on attend de voir qu'elles délivrent. Donc c'est vrai que si on exclut les méga caps, c'est un secteur qui pour l'instant s'endette, Ouais. mais on attend le chiffre d'affaires. Donc le marché n'est pas dupe non plus, mais il est focalisé sur les méga caps. Il C'est est pour ça que pour focalisé. moi, le vrai baromètre de l'IA, c'est ça, c'est toutes ces petites et moyennes entreprises du secteur, elles sont à moins 30, moins 40 sur l'année. Mais c'est parce qu'on attend de voir. Bien sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on estime que les méga stars de l'IA comme OpenAI, qui n'est pas encore coté, qui a des revenus qui sont dérisoires par rapport à la valorisation théorique. Qui a investi, c'est quoi? C'est 200, je ne sais plus quels sont les montants, mais c'est des centaines de milliards de dollars. Bien sûr, c'est des centaines de milliards et ils gagnent, je crois 12 ou 13 milliards par année.
pas sur des chiffres, mais c'est relativement faible. Mais c'est pas du tout suffisant pour payer ce qu'ils ont prévu de payer dans 2 ou dans 3 ans. Et quand tu poses la question à ChatGPT lui-même, Ouais. et lui Quand on dit dit ça, que est-ce qu'ils se vendent bien? lui-même dit que le secteur de l'intelligence artificielle, enfin, pas le secteur en lui-même, mais les boîtes qui utilisent l'intelligence artificielle vont générer des revenus grâce à l'IA dans 5 ans. 5 ans. Bon, maintenant, ça fait peut-être plus de 4 maintenant, mais dans 4 ans. Donc aujourd'hui, si on part du principe que c'est dans 4 ans qu'ils vont commencer à générer les revenus qu'on attend, Donc il y a la majorité de tout ça, c'est que de toute façon, quand on est dans des phases d'inertie comme ça, notamment sur certains secteurs ou sur les S&P 500, on oublie qu'une des phases de correction sont possibles. Ouais. On en a eu un rappel en mars-avril dernier. Et là, tu prends, on doit être autour des 7000 points quand on enregistre la vidéo. Simplement pour les auditeurs, revenir à 6000, 6200 points, ça fait une correction qui est complètement sous contrôle. Ouais. Bah, ce type de correction arrivera. Il ne faudra pas les voir comme le début d'un crack de la tech ou de l'IA. Alors, ça peut être le cas, mais moi, je pense que dans un premier temps, c'est une opportunité. C'est ça la question que se pose. Il n'y aura pas une rotation en défaveur de l'IA. Par contre, il peut y avoir des phases de correction qui pourront durer quelques semaines, -10, -15, -20. Oui, bon, on l'a vu, les postes. Ça reste des opportunités. Bien sûr. Tant qu'on se projette sur des BPA à 2 chiffres, Ah oui, ce qui est incroyable, je de se veux projeter pas sur des BPA à 2 je chiffres. me refuse à vendre un crash boursier. Un crash, un méga crash. Pour moi, -15, Ouais. c'est presque normal en fait. On ne le fait pas assez souvent. C'est presque normal et je pense que les marchés sont prêts et peuvent supporter un -15. Si on se reprend à un -60, -80 comme on a vécu Qu'on n'a pas vu depuis, en fait, depuis 15 ans. ouais, depuis non, même 2008, ouais, depuis la Parce qu'on ça on a eu -30 en 2022, un peu moins, je crois, là, peut-être -30, -35 au Covid crash, et -20 en mars-avril dernier. Mais à -50, -60%, c'est l'impression que c'est d'un autre temps, en fait. je suis pas sûr. Je pense que pour avoir un -30, -40, -50, -60, on aura besoin d'autre chose qu'une thématique sectorielle. On aura besoin de quelque chose de De plus systémique. ouais, de plus Ouais, systémique, hein. Et tout à peut-être fait. qu'on trouvera dans le chapitre forex tout à l'heure, mais je sais Ouais. pas. Mais pour l'instant, ça reste compliqué, mais on a Ou un banque centrale, ou banque centrale. alors voilà, Ou oui, j'allais chapitre banque dire ça, centrale. c'est le chapitre banque centrale. Parce que ça, c'est aussi un gros Ça restera une thématique, ça va être énorme. Ça va être ça va être un peu, même un peu sulfureux, ça va être un peu, il y a par exemple, hein, commençons par ça. Il y a un terme qui est à la mode dans la presse anglo-saxonne, c'est le shadow Fed share. Le patron de la Fed, mais de long, qui sera vraiment le patron de la Fed à partir du mois de janvier, sachant que Jérôme Powell est en poste jusqu'en mai 2026 et que normalement, pas cette fin d'année peut-être, mais d'ici début janvier, on va connaître le nouveau patron de la Fed. Et là, ça va être une période incroyable. Là, on a déjà bien nettoyé les 2 candidats qui restent. On parle de Kevin Warsh et de Kevin Hassett. Il y a des rumeurs qui parlent même de Scott Bessent, ça me paraît un peu irréel, mais c'est vrai que peu importe lequel des 2 sera élu, décidé ou mis en poste par Trump, les 2 sont à la botte du président américain. Kevin Warsh un peu plus que Kevin Hassett encore. Donc on sait que ces 2-là vont vouloir mettre la pression sur des taux bas aux États-Unis pour soutenir cette économie et relancer cette économie trumpienne. La problématique qu'on va avoir avec cette arrivée monumentale durant ces prochains mois, alors effectivement, C'est quelle sera qui va-t-on écouter? Qui va-t-on écouter? la cohabitation. Imaginons en janvier-février un communiqué de presse ou une communication du nouveau patron de la Fed, enfin du patron choisi, nommé, et de Jérôme Powell. Comment est-ce que le marché se projette? Le marché étant toujours dans la projection, est-ce qu'il se projette déjà sur ce qui va se passer à partir de mai? Sachant qu'il y a quand même une petite nuance, c'est que le patron de la Fed, il n'a pas de droit de veto, il vote comme les autres membres du FOMC, et qu'au final, c'est ça qui restera le plus important. C'est simplement une voix de plus en Oui, il y a faveur. un vote décisif en cas d'égalité. Alors, et puis il a une influence, Ouais. mais il n'a pas de pouvoir de décider par lui-même, et il n'a Non, pas de veto bien surtout. sûr, bien sûr. Donc il aura, mais je pense quand même que le marché aura l'oreille à partir de janvier-février pour ce nouvel. Oui, il aurait, et après, juridiquement et techniquement, il n'aura aucun pouvoir. Non, c'est vrai qu'il aura le droit de parler et ça risque d'être showtime. Mais ce serait hyper intéressant à voir parce que moi, ce qui m'a impressionné lors du dernier meeting de la Fed de 2025, on a quand même eu cette réaction où on nous montre quand même clairement que les projections qu'on fait en 2026, alors qu'on n'a aucune idée puisque ça va changer, ça va être un coup de sac monumental. Il y aura beaucoup plus de gens qui vont être dovish dans la Fed qu'aujourd'hui. Le nouveau patron va mettre la pression pour baisser les taux. Que quid s'ils arrivent à baisser les taux d'1% de plus?
d'ici Ouais. juin. C'est la quête du fameux taux neutre, en fait, le taux qui serait neutre pour les Ouais, c'est vrai, en fait, la tech, elle cache un peu la réalité économique. Si tu prends juste la croissance du PIB US, en fait, ça ralentit. bien sûr. C'est pas une année incroyable, l'année 2025. On est, même je crois même pas 1,5 2 de croissance du PIB. 63% de la croissance du PIB américain, c'est l'intelligence Voilà. artificielle. Donc, Donc on est, en fait, globalement sur une économie qui ralentit. Moi, si tu veux, à la question de savoir est-ce que le S&P 500 peut aller à 7 500, 8 000 points, peut-être d'abord en repassant par la case 6 000, 6 200. Il y a je pense que la politique monétaire de la Fed, c'est qu'elle vient de commencer le fameux QE. Alors, c'est ça, pas un c'est pas un QE. QE. Moi, j'appelle ça un QE technique par intermittence. C'est-à-dire, c'est Ils disent comment. que c'est de la liquidité Ouais, pour améliorer ouais. la liquidité du Mais marché. il y a quand même quelque chose qui change, qui était en place depuis 2022, c'était la baisse des réserves bancaires, la baisse du bilan de la Fed. Ça va se stabiliser. Moi, je pense que pour aller chercher ces 8 000 points, il faut des perspectives de bénéfices, il faut les avoir, c'est à 2 chiffres. Et puis, réaugmentation de bilan. Ça peut aller très vite. En fait, ça peut aller extrêmement vite. Oui, bien sûr. Le seuil d'alerte que la Fed a fixé pour le taux de chômage US, je crois que c'est 4,4% de la population active. Le taux de chômage y est déjà. On parle de 4,6 très rapidement déjà. Voilà. Donc, l'économie peut justifier cette politique monétaire qui, derrière, relance beaucoup de secteurs qui sont à la traîne, qui ne sont pas encore très chers. Et c'est là où la Fed peut permettre peut-être au marché de se maintenir. Oui, mais la problématique, c'est qu'en baissant les taux trop vite, alors ça reste de la mécanique économique, mais en baissant les taux trop vite, on a un risque non négligeable de faire redémarrer l'inflation, qui est quand même pas non plus revenu aux 2% attendus. On attend encore les derniers CPI de l'année, mais on devrait se trouver quand même pas loin des 3%. Et tu sais, même le PCE, le fameux PCE, quand cette vidéo va sortir, on ne les auront toujours pas, puisqu'ils sont en retard et je crois qu'on les attend pas avant la fin du mois de janvier. Mais je sais pas, moi je pense que l'année prochaine, on peut avoir des choses, plutôt des bonnes surprises. Tu sais, quand tu regardes, tu connais Trueflation, le fameux Trueflation, donc ils ont le fameux CPI Trueflation, et depuis peu, ils ont lancé leur lecture du PCE. Ouais. Mais on est plus autour des 2, 2,5 que des 3, et tout ça, ça intègre les tarifs douaniers. Donc, si tu reviens déjà quelques mois en arrière où on envisageait que les tarifs douaniers du 3, du 4%, on ne les a pas eus. La question que j'arrête pas de me poser, c'est tu retires ces tarifs douaniers ou c'est intégré dans l'inflation, ça se normalise. Quelle est la vraie inflation finalement? Elle est déjà peut-être déjà sous 2. Donc, tu sais, c'est le fameux scénario Goldilocks, boucle Oui, d'or qui est c'est ça qui peut peut-être permettre au S&P 500 encore de se maintenir. Bon, bah, si les c'est en taux, tout cas, si les taux baissent autant que ce que Trump aimerait qu'ils baissent, qu'on arrive autour des 2%, voire même un peu en dessous des 2%, et que l'inflation reste sous contrôle, effectivement, il devrait y avoir des bonnes surprises. ça rend toute la profondeur du marché, toutes les Exactement. petites et moyennes valeurs qui sont en baisse. Il y a le marché action, c'est vrai, si on se le représente, le secteur de la tech, le S&P 500, tu as l'impression qu'il est tout en haut, mais tu regardes des indices, je parlais du S&P 500 avec le Condeo, même les petites et moyennes valeurs, il n'y a pas d'excès. Non, justement, Alors le marché n'est pas bas non plus, hein, bien sûr. mais il y a pas d'excès, il y a pas Mais d'excès. Et toutes ces entreprises-là, ce qu'elles attendent, en tout cas, elles sont hyper sensibles aux conditions monétaires locales. Et moi, je pense que les choses peuvent aller très vite. C'est vrai que là, en fin d'année, le marché se projette sur quoi? Même pas 1, 2 baisses de taux maximum. En fait, tout peut aller très vite. De toute façon, tout change d'une semaine à l'autre. On aura peut-être 4, 5. De toute façon, pour moi, ce sont les 2 clés. On n'ira pas plus haut si la politique monétaire de la Fed ne change pas drastiquement. Je ne parle pas d'un programme de quantitative easing, mais je parle vraiment de quelque chose qui devienne plus proche de ce que fait la BCE. Ouais. Et là, dans ces cas-là, se positionner short du marché peut être un risque. c'est difficile. Si tu es short sur le marché depuis plusieurs années, tu as tellement souffert que c'est compliqué d'être short aujourd'hui. D'être prudent, oui. D'avoir une couverture optionnelle, oui. Mais d'être short, c'est quand même très très compliqué au niveau où on est, parce qu'on est quand même à des niveaux extrêmement délicats. D'un point de vue technique, on est au plus haut de tous les temps, ou pas grand jour, ouais, à peu près. Si on casse à la hausse, on peut encore avoir une leg supplémentaire rapidement, 4-5% plus haut. Donc c'est difficile d'être short dans le marché. Pourtant, il y a plein d'arguments, hein. Les arguments, si on fait une vidéo en disant qu'est-ce qu'il faut craindre en 2026, je peux parler pendant 40 Est-ce que minutes. tu parlerais de bulles de lit, hein? Je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur. Bah, on est obligé d'en parler. Je veux dire, les thématiques qu'on a eues récemment, on est obligé de parler de cette problématique d'investissement.
On a vu de l'endettement massif qu'a mis Oracle en place avec aucune certitude qu'ils vont toucher l'argent qui justifie ces investissements à terme. On a vu que les montages financiers pour créer ce data center ne sont même plus portés dans les bilans à l'intérieur des sociétés elles-mêmes, puisqu'on a vu que Meta, par exemple, a créé des SPV parallèles pour mettre leurs dettes sur les data centers à l'extérieur. Ça, c'est C'est-à-dire que compliqué, ça. c'est quand même, je suis pas un spécialiste de ce genre de structuration de la dette, mais ça sent quand même un tout petit peu l'extériorisation des problèmes. C'est là où on peut basculer dans le côté systémique. C'est-à-dire que si tout ça pète, Alors oui, mais la problématique, c'est faut que ça aujourd'hui, fasse de l'argent. Si ça fait de l'argent, tout ira bien, ça sera réintégré dans les comptes. oui, mais aujourd'hui, ChatGPT, ils font pas d'argent. Alors, il y a plein d'autres nouveaux moteurs d'intelligence artificielle qui apparaissent. Ils vont pas pouvoir facturer, de toute façon, au commun des mortels, des abonnements supérieurs à 20 $ par mois. Au contraire, ils devraient aller plutôt vers une diminution de tout ça, parce que ça devient une commodité. À quel moment ils vont vraiment générer des énormes profits et à quel moment ils vont mettre en place une systématisation du système pour que du moment où tu utilises une certaine intelligence artificielle, tu vas toucher une partie des bénéfices d'une autre société, je sais pas. Mais il y a quand même pas mal d'inconnus. Alors oui, ça marche très bien. Oui, il y a des choses qui sont impressionnantes. Ça, je l'utilise tous les jours, donc j'abonde dans cette direction. Mais aujourd'hui, celles qui font avancer l'intelligence artificielle, c'est les Nvidia qui finalement vendent du hardware. Et ils ne vendent pas non plus le produit fini d'intelligence artificielle. On a besoin d'eux. On utilise leurs produits pour créer des infrastructures. Mais qu'est-ce qu'elle va nous donner, l'infrastructure derrière? Et comment on va rémunérer tout ça? On parlait de Tesla récemment. On voit l'évolution de Tesla et dans quelle direction ils vont. Alors oui, peut-être que si tu peux utiliser cette intelligence artificielle, la mettre dans les robotaxis et générer des revenus avec ces robotaxis, ce sera une partie des revenus générés par l'IA indirectement. Et ça pourra justifier des investissements monstrueux, parce qu'on parle quand même de 4 à 600 milliards par année d'investissement dans le data center. Ça, c'est les premières choses. Et puis, il y a un truc qu'on parle depuis quelques temps, mais pas tant que ça finalement, c'est la problématique de l'électricité et de l'eau pour les data centers. Parce que c'est bien joli de mettre des data centers dans tous les coins, mais il faut de l'eau et de l'électricité. Et dans certains coins du monde, on demande aux gens de se rationner pour pouvoir faire tourner les data centers à côté. Ça cher, beaucoup, et on ne sait pas comment on va résoudre le problème. Et personne n'a apporté de solution jusqu'à maintenant. Donc une bulle, la bulle, c'est toujours la même chose. On les voit grossir, on se dit, ouh là là, ça va nous péter à la figure. Puis une bulle, sa particularité, c'est qu'on ne sait pas quand c'est qu'elle nous pète à la figure. Il y a souvent il y a en général un déclencheur quand on regarde les deux grandes bulles depuis le début du siècle, celle de 2000-2001 ou celle de... Parce qu'on n'en a pas eu en fait depuis 2007-2008. Il y a forcément quelque chose de systémique qui se passe. Il y a un acteur majeur qui crache. Il y a une vérité qui arrive. Oracle. Oui, ça pourrait être Non, le début. quand on voit la montée des CDS sur Oracle depuis 2-3 mois, c'est que les spécialistes de Ouais, la dette beaucoup, ouais, s'inquiètent. Sinon, ça ne monterait pas comme ça. Ouais. Donc, dire il y a une bulle, il y aura une bulle et elle va nous péter la figure, c'est difficile. Maintenant, Moi, j'aurais tendance à penser que il peut forcément par rapport à ça, tu auras une correction de 10, 15, 20%, peut-être dans la première année de 2026, mais dans un premier temps, elle sera achetée. C'est-à-dire que si on doit entrer en correction, ce qui va finir par arriver sur le S&P 500, même pour des considérations techniques, je pense qu'il ne faudra pas y voir le début de quelque chose de violent à 2 chiffres qui commence par un 4 ou un 5. Ouais. Ça peut durer quelques semaines, mais dans un premier temps, ce sera acheté tant qu'il y aura des perspectives de profit. Donc j'ai le sentiment, moi, que fin 2026, on se reposera les mêmes questions que 2025, sauf que cette fois-ci, on sera vraiment, vraiment, vraiment tout en haut. alors, je pense qu'on va se faire secouer sur l'intelligence artificielle en 2026. Je dis pas qu'on va pas terminer au plus haut en Tu vois 2025. un acteur majeur, tu vois quelque chose... Bah, ce qui se passe avec Oracle, ça m'inquiète un tout petit peu, pour être franc. Et je revenais un peu, j'ai relu récemment la théorie de Michael Burry. Alors, on connaît Michael Burry, il a été juste une fois, il était souvent faux ensuite. Mais sa théorie de valorisation des stocks, où finalement on valorise, enfin on déprécie un chips Nvidia sur 6 ans, alors qu'on sait que dans 18 mois il est obsolète, et que finalement on risque de se retrouver avec des dépréciations sur les bilans dans les 3-4 ans à venir qui vont être colossales. Cette possibilité-là m'inquiète. Ouais. M'inquiète qu'il ait raison, parce que si tout d'un coup on se rend compte que tout ça est des magouilles comptables pour essayer d'arriver, magouille, le mot était peut-être un peu fort, mais Pour justifier de la market cap. voilà, pour justifier une certaine market cap, parce qu'on ne peut plus vraiment se permettre de l'avoir s'arrêter, cette chose-là me fait un tout petit peu peur. Mais voilà. Mais par contre, effectivement, je suis parfaitement conscient que c'est pas la même bulle qu'on a vécue en l'an 2000, clairement.
Ah, On est il y avait des coquilles vides à l'époque. Mais là, on est dans un nouveau monde. Mais néanmoins, ce nouveau monde, il faut l'appréhender, il faut l'apprécier, il faut le comprendre et je pense que même si je devais donner un target pour le S&P l'année prochaine, je pense qu'on sera plus haut que là où on est maintenant. On parle de 31 décembre 2026, mais qu'entre deux, ça va pas être une allonge. Ouais, moi j'ai le sentiment un peu Pas j'ai le sentiment un peu comme toi on n'échappera pas au retour à, l'ancien sommet de 2024, tu sais les 6 200 points. Je ne sais pas de quelle forme, est-ce qu'on ira de manière construite? Est-ce qu'on fera un choc de type la guerre commerciale? J'ai le sentiment que si on fait ça, c'est une opportunité pour aller chercher encore un peu, alors 8 000 points, c'est-à-dire chacun donne ses objectifs de cours, mais en tout cas quelque chose qui soit au-dessus des 7 000 points. Mais voilà, en fin d'année, décembre 2025, j'aurais tendance à penser qu'on peut d'abord faire ce retracement, juste déjà pour des considérations techniques. Mais ce serait sain parce que un marché qui monte verticalement, comme on vit pratiquement depuis début avril, après la crise C'est vrai. de Liberation Day, c'est bien, c'est hyper sympa de voir monter, mais il y a un truc de paranormal. Ouais. On est depuis assez longtemps dans les marchés pour se dire qu'un marché qui monte verticalement, c'est juste de la physique de base. Ouais, bien sûr, bien Non, sûr. tu te balles en l'air, elle ne peut pas continuer à monter, il y a pas de trajectoire haussière. Est-ce que tu penses que l'année 2026 verra le retour du fameux quantitative easing de la Fed? Un vrai, tu sais, pour écraser les taux longs, pour Bah, il est déjà en place, ils ont déjà commencé à le faire. Ils ont annoncé la fin du QT, ils baissent les taux et ils annoncent le rachat de beaucoup de 45, ils parlent de 45 milliards de obligations de l'État américain. le T-bills, De Paris. ouais. La grande question, où je pense que c'est ce qu'ils sont en train d'essayer de mettre en place, la grande question, c'est est-ce qu'ils sont en train de le faire pour soutenir l'économie ou pour améliorer le système budgétaire américain qui est une catastrophe et qui commence à pluer vraiment très très fort aussi. Je pense qu'ils auront pas le choix de finir par écraser les taux longs, mais la plupart des économies occidentales y sont soumises, hein. C'est ça. Mais ça, c'est des choses qu'on va devoir aussi gérer ces prochains temps parce que la Fed est clairement redevenue notre ami depuis le meeting du mois de décembre. Ils font le nécessaire pour pouvoir relancer l'économie. Ils font le nécessaire pour soutenir le budget américain. Mais de nouveau, ce qui me déplaît, alors à nouveau, je vais faire un peu le gros symbole de l'extérieur. Moi, ce qui me déplaît, c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que la Fed est en train de jouer un jeu où on est là et on ne laissera pas tomber le marché. Enfin, d'abord le marché et après le reste derrière. Alors que finalement, Elle semble y revenir un peu davantage, ouais, ouais. la pression de la Fed, c'est pas ça. C'est pas ça et ça reste un problème. Moi, j'ai un peu l'impression qu'on ne peut pas non plus artificiellement soutenir une économie et un marché ad vitam aeternam et un jour, il y a un truc Ouais, bien sûr, crise qui va lâcher, quelque chose qui va nous faire très très peur. Donc, alors du coup, tu serais plus à l'aise à aller sur les actions européennes? oui, alors plus européenne ou américaine, mais défensive. Moi, ma vision aujourd'hui, j'avais une discussion il y a quelque temps avec un client qui disait: «Bon, alors il faut tout vendre». Non, il faut réduire tout ce qui a hyper performé cette année, donc la tech en général, si on n'est pas à l'aise. Moi, je suis pas à l'aise en ce moment là-dessus, donc j'aurais tendance à vouloir réduire la tech et me repositionner sur des valeurs beaucoup plus défensives qui payent des dividendes, qui sont des valeurs de consommation de base, ce genre de trucs. Donc forcément, il y a une partie qu'on a plus en Europe qu'aux États-Unis, par exemple. Et je pense que la pharma va redevenir un des bons chevals de bataille en 2026. Donc j'aurais tendance à vouloir sortir un peu du hyper risque et me positionner sur des valeurs plus défensives en disant s'il y a une correction, est-ce que je suis convaincu qu'il y aura une correction en 2026? Je préférerais me prendre une correction sur une Nestlé, une Novartis, une AstraZeneca plutôt que sur une Ouais, bien sûr. Nvidia ou un truc comme ça. On a vu comment ça tourne mal. Je rappelle quand même, pour revenir rapidement une dernière fois sur la tech, c'est que Oracle, quand ils ont fait l'annonce avec OpenAI, elle est montée à 343 $. Elle a reperdu quasiment 200 $. Les gars étaient prêts à buter leur mère pour pouvoir acheter du Oracle à 343. Ils doivent être contents à 200, hein, Ouais, non, c'est sûr, c'est donc voilà, les corrections vont être 6 corrections il y a à un moment donné. Et je pense qu'inévitablement en 2026, on aura à un moment donné, on fera une pause. Alors peut-être ça sera 4, 5, 6, 7%. Je ne suis pas en train de vendre les 85% de correction. Je pense que je suis plus à l'aise sur des défensifs pendant quelques temps pour pouvoir avoir ce. même si tu prends de manière globale le marché action européen, il est pas cher, hein. Non, Enfin, les standards de valorisation, il est lui-même loin de ses propres records et relativement au marché action américain, il est 2 fois moins cher. Donc, c'est là aussi où,
ne faut pas avoir une vision du marché action, je dirais, topiche dans son ensemble, toute zone géographique Non. confondue. Tu as beaucoup de marchés. Le marché action chinois, on en parlait l'année dernière, il a fait une belle reprise cette année. Je pense qu'il a encore un peu d'upside, ne serait-ce que de rejoindre ses records historiques. Le marché action européen, si tu prends l'Eurostock 50, lui, il vient de dépasser son sommet l'année 2000. Il vient de le dépasser. Il n'est pas cher en termes de valorisation. On peut prendre le cap ratio, tu sais, le P/E de Shiller. Alors, c'est intéressant avec le P/E de Shiller. C'est que si tu prends celui du S&P 500, on est à 3-4 points du record de la bulle de 2000. Tu prends celui du marché action européen, on est deux fois moins cher que le marché action US. Donc, c'est une année pour moi qui verra des rotations. Et probablement vers le marché action européen. Après le marché européen, il y a aussi des choses qui sont assez intéressantes parce qu'on a vu, par exemple, une très très forte résilience ou qu'il y a pas mal d'intérêt au niveau de l'armement, par exemple. Je regardais un peu l'autre jour ce qui se passait ces derniers temps. Donc, avec les rumeurs, les Xème rumeurs de paix entre l'Ukraine et la Russie, à chaque fois, il y a Thales ou Rheinmetall qui sont calmes, mais ça repart de plus belle derrière parce que de toute façon, l'Europe est dans ce côté on se prépare à la guerre. Ah oui. De toute façon, politiquement, c'est ce qu'on est en train de nous préparer. De toute façon. Oui, puis là, pour le coup, ils préparent des investissements massifs. C'est en cours, en fait. Donc, une Rheinmetall aujourd'hui, elle pèse beaucoup dans le DAX et quand ça cartonne, le DAX, il a de la peine à baisser. Donc, oui, je pense qu'effectivement, il y aura aussi un retour sur les pharma. Et donc, si retour sur les pharma, là aussi, il y a plein de grosses pharma en Europe qui vont pouvoir en bénéficier. Alors, on ne va pas dire que l'année 2026 sera l'année de l'Europe face aux États-Unis au rattrapage. 2025, elle a déjà été un petit peu. Voilà, effectivement. Dans la profondeur du marché, si on prend tout secteur confondu, l'Europe est bien revenue. Et c'était une de nos thématiques de l'année dernière, d'ailleurs. Donc, Absolument. on y est. Ça peut se poursuivre. Là, pour le coup, je pense que l'investisseur peut être plus serein. D'une tendance qui se poursuive. Oui, il y a un meilleur Il équilibre. n'y a pas d'excès ni fondamental ni technique. Non, puis je pense qu'il y a encore des boîtes qui sont bien en retard. On parlait de la Chine, il suffit. Bon, la Chine, pour l'instant, on ne monte pas non plus d'une grande forme physique, mais si la Chine redémarre dans le courant 2026, toutes les boîtes comme Hermès, LVMH, ils vont en profiter de Tu sais nouveau. qu'il y a, si tu prends le luxe, juste, ça fait déjà, je dirais, depuis le milieu de l'année que tu as un retournement des gros acteurs du luxe du CAC 40 sont repartis ensemble, alors que ça a été des actions délaissées. C'est pareil. Tu prends ces 3-4 valeurs du luxe, ça peut ramener le CAC sur des records. Elles-mêmes peuvent rejoindre le record historique. En tout cas, l'année 2025 a vu, techniquement parlant, ces titres ont validé leur retournement haussier. Ouais. Et ça, selon moi, il n'y a pas de raison que ça se Non, confirme pas l'année prochaine. Et c'est pour ça, là, je vois pas vraiment de risque, en fait. non, je suis Il plus. peut y avoir une forme d'inertie haussière sur ces secteurs-là. Mais je pense on peut résumer de ça en disant que l'Europe n'a pas bénéficié de la hausse due à la tech que les Américains ont connue. On n'a pas les méga caps. On n'a pas les méga tables, on n'a pas les méga techs, donc ils ont pas eu cet avantage-là. Et aujourd'hui, le gros avantage, c'est que on est sur des valeurs plus défensives et que finalement, là, il n'y a pas un énorme risque fondamental, ni en termes de valorisation, ni en termes d'aller de voir tout d'un coup des énormes sorties, parce que les gens vont vouloir dégager. Aujourd'hui, ce qui me frappe dans la discussion avec les gens en général, c'est que les gens n'ont... J'ai discuté avec un gars l'autre jour, il me disait « Ouais, mais moi, j'ai un portefeuille diversifié, j'ai du SOX et du Nvidia. » C'est très diversifié. C'est très diversifié. Mais donc, les Que gens... pourrait-il la dire? Voilà, et j'ai vu un gamin l'autre jour, un gamin qui a commencé à faire du trading, il a 16 ans ou 17 ans, et il me disait « Ouais, moi, je traite Nvidia. » Donc, c'est symptomatique, c'est que tout d'un coup, ça devient des trades où tout le monde est dessus. Ouais. N'importe qui est dessus, sans être péjoratif vis-à-vis de qui que ce soit. Mais il y a ce côté où tu as tout le monde qui arrive dessus. Oui, moi, Nvidia, j'ai une opinion. Nvidia, lors du crash de mars-avril dernier, elle a quand même fait un moins 30, moins 40%. C'est une opportunité, hein, soyons clairs. 85 au Voilà. bas du mois d'avril. Et c'était incroyable. C'était un prix. Ça peut tout à fait se reproduire. Dans un premier temps, pour moi, c'est une opportunité. Bien sûr, mais c'est ce qui a été hyper intéressant cette année, c'est le côté extrêmement épidermique. Hein. On a eu ce flash crash, j'ai envie de dire, au mois d'avril. C'est vrai. Et j'ai jamais été aussi frappé par la vitesse à laquelle les gens ont paniqué. Ouais. Et il se trouve que j'étais dans une émission de télé ce jour, le lendemain de la Liberation Day. On venait de se prendre 10% sur certains indices. Et les journalistes, ils étaient en panique. Est-ce que je dois liquider mon fonds de pension? Est-ce que je dois tout arrêter? Alors que rien n'avait changé. C'était des tarifs qui étaient mis en place. On ne savait même pas comment ça allait se passer. Mais il y avait cette panique totale. Et en fait, sur des mouvements pareils, on peut faire paniquer le marché. Mais sur des... C'est souvent des opportunités, d'ailleurs. Mais bien sûr. Mais sur des micro-corrections, parce que là, on n'aime que des micro-corrections jusqu'à maintenant,
les gens ne lâchent pas le morceau, et ça tient encore. C'est pour ça, moi, le risque que je vois en 2026 sur le S&P 500, c'est de revivre quelque chose comme on a vécu en mars-avril dernier. Je n'irai pas au-delà, en fait. Et je le verrai comme une opportunité. Et je vois bien le schéma se répéter, c'est-à-dire qu'on commencera à reculer de 10-15%. La presse mainstream annoncerait le début du grand crack. Et je pense que ce sera un indicateur, justement, de, à nouveau, buy the dip. Peut-être la dernière fois. Peut-être la dernière fois. Enfin, moi, je perçois la maturité actuelle du marché comme ça. Pas encore mûr pour voilà, le big short. Pas Je encore. pense que le big short, on aura besoin d'un truc exogène. On va pas avoir une Ouais. méga correction. Alors, dans les risques exogènes, hein, justement, si on les liste, bon, il y en a un, c'est évident, et j'y crois plus parce que la fameuse seconde vague d'inflation, leur démarrage, on est arrivé éloigné, on ne l'a pas eu. Il n'y a aucun indicateur d'inflation temps réel qui montre que, mais imaginons, si on devait avoir vraiment un gros, c'est ça redémarre, la Fed ferme tout, Ouais, boum, ça. là c'est parti. Ou un profit warning, mais un vrai, un profit warning, ou une suite d'informations, et là, effectivement, derrière, ça peut faire le moins 30, le moins 40. Hormis ça, alors, ça peut être aussi du côté de la géopolitique. Je ne sais pas si toi, tu devais citer un risque. Ah, voilà, le risque qui me paraît évident à l'heure actuelle. Alors bon, on entend, je n'arrive pas à croire, je lisais encore un article hier où on disait oui, l'Europe se prépare à la guerre. J'arrive pas à croire que les Russes ils vont aller plus loin, et je voyais un Tu gars. vois un accord, un cessez-le-feu arrivé, première partie 2026. Ouais, je pense qu'ils vont le faire. Moi, en revanche, ce qui me fait très peur, c'est les Chinois, les Japonais et Taïwan, parce qu'ils sont tous en train de se chauffer là-bas. Et les manœuvres sont quand même intenses de tous les côtés. Les Japonais menacent les Chinois. Ouais, on sait bien qu'ils se détestent depuis Et la des nouvelle décennies, première ministre japonaise a l'air. très agressives. Donc moi, j'ai un peu peur de ce qui pourrait éventuellement s'embraser là-bas. Si les Chinois et les Japonais se mettent sur la tronche, sans parler des Américains qui sont obligés d'intervenir, j'ai pas trop envie de voir ça dans l'immédiat. Ouais, je pense pas, Euh, je suis pas sûr qu'on voit ça en 2026, non, mais bon, c'est sûr que non, mais quand on parle pas de faire risques l'autruche, quoi. exogènes, les risques exogènes, c'est toujours la même chose. C'est qu'est-ce qui va nous tomber dessus? Autant certaines choses sont presque évidentes, autant d'autres ne le sont pas. On n'a même pas, tu vois, ça fait 40 minutes qu'on parle, on n'a même pas parlé de récession éventuelle. Ah oui, ça, mais il y a trop de Tellement. thématiques, il y a trop de thématiques. Non, mais juste parce qu'en fait, ça ne rentre pas dans la tête des gens qu'on pourrait avoir la moindre récession. Et si on fait juste un tout petit tour sur ce côté-là, tu regardes aux États-Unis, il y a des chiffres qui le terrorisent. D'abord, parce que le consommateur, il est en train de lâcher aux États-Unis. Ouais. Il peut plus, il est pris à la gorge. L'immobilier, c'est une catastrophe. Donc, c'est impossible de financer une baraque à un taux d'intérêt à peu près potable Ouais. aujourd'hui. Donc, il y a très Mais volume là-dessus. d'ailleurs, je t'en prie, Et puis, last but not least, c'est l'endettement. aussi, oui. Mais L'endettement, il est stratosphérique, on est au plus haut de tous les temps. Et puis, on parle sur les cartes de crédit. entreprise, État, Entreprise, particulier. État, particulier. Et particulier, moi, je pense toujours, l'endettement des cartes de crédit, on est à 1 200 milliards de dettes, sur les des cartes de crédit, à 22 Ouais, et c'est 5%. mais c'est ça, je l'entends, c'est chaque année, en fait, on le met en avant. Je sais pas comment ça tient. Comment comment il rembourse, il y a des mensu il rembourse, Non, le consommateur américain. non, parce qu'en fait, la C'est loi. ça, son niveau de consommation, il y a c'est la première année où tu as une, divergence énorme entre le niveau du S&P 500, qui est tout en haut, Mmh. la confiance du consommateur US, elle est au plancher. Ouais. Elle est au plancher. Ouais. Et c'est ça, pour moi, la vraie représentation de l'économiste, ça serait plutôt ça. Mmh. Bah, la problématique, c'est qu'aujourd'hui, Et donc le changement de ton de la Fed, je le vois un peu, moi, commencer à se brancher à ça. La réalité derrière bah, la tech. la dissonance entre Wall Street et ce qu'on appelle Main Street, aujourd'hui, elle est monumentale. Mmh. Ça, on n'en parle même plus non plus. Mais Wall Street, ils en sont là. Et puis le Main Street, on a plein d'autres problèmes. Mais la problématique des cartes de crédit, c'est que l'Américain, il peut avoir 50 cartes de crédit. Tant qu'il rembourse ses intérêts, on n'emmerde pas. Et il continue à pouvoir dépenser. Mais ils ont des dates où, au bout d'un moment, ton niveau de remboursement, ne serait-ce que des intérêts, devient juste Parce qu'il y a pas une part d'amortissement du capital, non, c'est pas obligatoire. Pas sur les cartes de crédit. donc on a combien d'années sans remboursement du capital? C'est sans limite? Bah, ça peut non, parce que la problématique, c'est que ton revenu, il est tributaire par rapport aux intérêts que tu peux payer. À un moment donné, tu peux plus payer les intérêts, puis là, tu le Bah, là, bataille bankrupt, c'est fini. ouais. D'où Elle l'intérêt d'assurer un emploi, un marché de travail qui fonctionne. ouais, mais pour l'instant, c'est pas ça non plus. Donc c'est pour ça, il y a des petites, des petits rouages avec du sable dedans, où on Ouais. peut se dire: Alors qu'est-ce qu'on fait pour conclure sur le S&P 500? Qu'est-ce qu'on fait? On sécurise, on prend ses profits? alors moi, ce que je dis, moi, je réduis l'exposition sur la tech,
et IA, et cetera. Je dis pas qu'il faut plus en avoir. Je dis que si on est à 35% aujourd'hui parce qu'on a bien profité du move, on peut réduire cette exposition et aller se positionner sur des secteurs qui sont plus défensifs, la pharma, des payeurs de dividendes, Ouais. un truc qui, même si Ouais, l'année bien sûr. prochaine, on va dire que le marché fait 10%. Du payeur de dividendes hors tech. Et il y en a beaucoup. Oui, mais bien sûr. Il y en a dans le Impact. secteur industriel, il y en a partout. Il y en a Non, il y a des... Moi, dans des portefeuilles que j'ai pour de la clientèle, j'ai des ABBV, j'ai des Johnson & Johnson. Johnson & Johnson, c'est la boîte la plus ennuyeuse du monde quand ils n'ont pas les problèmes juridiques avec le talc. Ouais. Mais le titre, depuis 2 ans, il fait 40% de performance et tu touches un des meilleurs dividendes des aristocrates. Moi, aujourd'hui, par rapport au niveau de stress que le marché peut générer, et les problèmes géopolitiques, et les problèmes qu'on vient d'aborder aujourd'hui, Ouais. ça me va d'être exposé à ce genre de boîte pour un temps. Maintenant, ça ne veut pas dire que j'imagine que le S&P sera à 5200 l'année prochaine. Et je crois que le résumé de tout ça, pour moi, c'est qu'on va se faire secouer en 2026, comme on s'est fait secouer en 2025, et qu'il faudra profiter des opportunités pour se Je repositionner. suis assez d'accord avec toi. Je conclurai sur ça. C'est les repères techniques dont on parlait tout à l'heure. C'est le niveau tout ce qui est entre 5009 et 6200 points, plus ou moins l'ancien record, le top de 2024. En 2025, nous sommes revenus avec fracas sur l'ancien record qui était 5000, 4008, 5000. Il y aura un événement de ce type qui va créer ce mouvement. Dans un premier temps, il faut le voir comme une opportunité. En termes de prévision, je vais avoir du mal à aller au-delà. Moi, je ne ferai pas partie des gens qui vont annoncer que le S&P 500 peut aller à 8000 points. Mais il ira plus haut. Mais dans un premier temps, on ira chercher les niveaux de support parce qu'on y revient toujours. C'est quand on n'y croit plus qu'on y revient. Ouais. Donc, attendez-vous à ça quelque part au premier semestre 2026. Et je pense aussi, il y a une chose qu'on n'a pas abordée, mais je pense qu'il ne faut pas le négliger, vu qu'on a quand même un degré d'incertitude assez élevé, mais paradoxalement, on a un niveau de volatilité qui est très très bas. Et donc, Oui, je pense la que- vol est basse. Voilà. Et Ou je a pense- tendance à vite s'écraser quand elle remonte. Mais je pense qu'il faut justement profiter on va dire des pics de volatilité bas pour essayer de temps en temps de prendre un peu d'assurance, d'acheter des puts et se protéger au cas où quelque chose se passerait. Si la performance continue à être relativement bonne et si on encaisse du cash encore en 2026, c'est bien de pouvoir le réallouer à 2-3. Ça peut être une façon de se protéger. Bah, ça va être difficile de timer les choses. Ouais, bien sûr, bien sûr. Surtout qu'on a quand même... Avoir son option put au cas où. Exactement. Voilà. Bon, bah, cool. Merci Thomas. Merci à toi. On se revoit En 2026. 2026, mais on se revoit avant. On va reparler du Ah oui. forex et des matières premières. Et puis, il y a des crypto-monnaies aussi. Ah oui, voilà. Sujet qui fâche. Ça va être un gros sujet. Eh bien, merci d'avoir été avec nous pour cette première partie du Outlook. On vous revient dans une autre vidéo. On va parler de forex, de matières premières et de crypto-monnaies aussi également. À très bientôt. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.